16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio J. Ravi de vous présenter cette nouvelle émission aujourd'hui jusqu'à 16h30 avec mon invité pour une émission spéciale, ancien ingénieur dans le domaine spatial. Durant 25 ans, il a été secrétaire général de l'association Maison d'Isieux, mémorial des enfants juifs exterminés. Actuellement, secrétaire général de l'Amicale des anciens déportés de Bergen-Belsen. Samuel Pintel parcourt la France pour faire vivre la mémoire des enfants déportés. Il sera d'ailleurs l'invité d'honneur des commémoration à Isieux. Ce sera dès ce jeudi et pendant 4 jours pour commémorer ce 80e anniversaire. Témoin historique, notre invité est donc le dernier rescapé de la rafle d'Isieux. Il raconte son histoire bouleversante dans un livre intitulé L'enfant d'Isieux aux éditions HarperCollins en collaboration avec Grégoire Mabi. Un échange suivi de mon coup de cœur à 16h05. Baroudeur, l'occasion bien sûr de découvrir nos invités en direct, toujours sur Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Bonjour Samuel Pintel. Bonjour. Merci beaucoup d'être mon invité aujourd'hui dans cette émission pour découvrir votre histoire, plus qu'une actualité, une histoire, mais aussi puisque c'est un petit peu l'ADN de cette émission. Je vous demanderai pour démarrer tout d'abord de vous décrire en 3 mots. Vous diriez lesquels? D'écrire en 3 mots. En 3 mots. Oui. Qui vous êtes, votre personnalité, comment vous êtes. Peut-être vous pourriez dire en premier gentil, en 2 aimable, en 3 aimant. C'est au choix. Voilà, je suis déjà tout ce que vous venez d'énumérer. Mais vous diriez quoi, vous, Samuel Pintel? Une désoccupation surtout sur la mémoire. Engagé déjà depuis plus de 20 ans pour la cause des enfants de la Maison d'Isieux. Comme j'ai retrouvé Madame Sabine Zatin dès le début, avant la création de ce mémorial. Et quand ma mère avait été déportée au camp de Bergen-Belsen, dans la logique des choses, j'ai fait la connaissance des anciens enfants de prisonniers de guerre déportés au camp de Bergen-Belsen, et j'ai noué avec eux, surtout le président de l'époque, Albert Bigelman, des liens plus que fraternels. Et voilà, ça me prend, et je me suis engagé avec cette amicale, bien entendu, et ça me prend énormément de temps. Donc on dira pour rassembler de l'amour quelque part, engagé, parce qu'il faut être très aimant pour avoir ces occupations-là. En tout cas, ils portent un intérêt important. Vous êtes engagé, on va le voir justement dans un instant avec le début, toujours le début. Samuel Pintel, vous êtes né en 1937 à Paris. Votre mère, Toba, votre père, Jacques, sont juifs polonais. Ils ont émigré de leur côté en France avant votre naissance. Et votre père alors s'engage dans l'armée française comme volontaire pendant que votre mère s'occupe de vous. Ce sont des conditions difficiles dans un petit appartement. Est-ce que vous avez des souvenirs de votre toute petite enfance ? Oui, j'ai gardé de la mémoire à toutes les époques. Oui, le travail de mon père dans son petit atelier à la maison, et mes parents, et la vie avant la guerre, la mobilisation, le conflit. J'ai des souvenirs, plus que des flashs. La guerre démarre alors en 1939. Votre père est fait prisonnier de guerre en Allemagne et votre mère et vous échappez dans un premier temps à la rafle du Veldiv. Parce que ma mère était femme de prisonniers de guerre et les listes remises par la préfecture de police à ceux qui assumait cette tâche d'arrêter des familles entières. Bien sûr, ces listes ne figuraient pas les femmes de prisonniers de guerre. Donc déjà, une première chance d'avoir été épargné, mais par la suite, ça ne va pas durer.
En février 1943, pour réduire un petit peu votre histoire, votre mère est arrêtée, transférée au camp de Douadig. Vous la rejoignez peu après et vous êtes assigné à résidence à Annecy, en zone d'occupation italienne, cela jusqu'en septembre 1943. Les rafles se poursuivent en France et on vient chercher les Juifs jusqu'à votre mère. Vous avez 6 ans. Racontez-nous ce jour. Ce jour, alors, c'était novembre 1943. C'était à Annecy, un centre d'assignation à résidence forcée pour femmes et enfants juifs, dans une ancienne pension de famille désaffectée. Lorsque nous rejoignons ce lieu, c'est en juillet 1943, le département de la Haute-Savoie et les autres également qui sont situés à l'est du Rhône sont contrôlés par l'armée italienne qui ne persécute pas les Juifs. Donc ça se passe relativement bien jusqu'à la signature de l'armistice par l'armée italienne. Nous sommes cette fois en septembre 1943. Et l'occupation complète de la France par l'armée allemande. Et le 18 novembre de l'année 1943, la Feldgendarmerie, liste en main communiquée par l'administration française, par le préfet, les préfets, liste remise à jour, donc en particulier de personnes assignées à résidence et juifs, viennent arrêter toutes les personnes présentes. La Feldgendarmerie, police militaire allemande, arrive en fin d'après-midi, vers 16h30. Nous revenons de l'école. Donc le rendement de la RAF n'est pas bon. Il y avait à ce moment-là près de 50 femmes et enfants. Et habituellement, les RAF avaient lieu très tôt le matin et les Allemands arrêtaient tout le monde. Bon. Certaines personnes, voyant les camions arriver, ont pu s'échapper, ont pu fuir. Moi, je rentrais de l'école avec mes petits copains et avec 2 camions derrière nous. Impossible de fuir. Les quelques personnes qui sont bloquées sont réunies sur le terre-plein. C'est une ancienne pension de famille, dans le terre-plein du lieu. Ma mère se trouvait dans les étages, aurait pu fuir, je l'ai appris plus tard, elle viendra me rejoindre, et pour le contrôle. Le responsable allemand dispose toutes les personnes, des femmes et enfants qui restent, ça représente quand même 20 personnes, dont 5 enfants, en file indienne, et demande l'identité. Si le nom figure sur la liste, ces personnes sont arrêtées. On va bientôt arriver le tour de ma mère. Elle me tient la main et elle se tourne vers moi et d'un regard que je ne lui connais pas et d'une voix également va me dire « Tu me lâches la main, je ne suis plus ta mère, ne viens pas avec moi. Prends la main de la personne qui est à côté de toi. » Et à ma gauche, il y a une jeune personne que je connais certainement. Après un échange de regards avec ma mère, va me prendre la main. Donc je lâche la main de ma mère et je prends la main de cette jeune femme. Arrive le nom de ma mère, son nom figure sur la liste, elle monte dans le camion. Le soldat allemand, le chef allemand, aurait demandé mon nom, je ne sais pas ce que j'aurais répondu. Il ne l'a pas demandé, il demande le nom de la jeune personne qui me tient la main. Elle donne son nom, elle n'est pas juive, c'est la seule personne non juive du groupe, je l'ai appris également après des recherches. Il demande quel est cet enfant, elle dit c'est mon fils. Alors vous vous mettez sur le côté. Et voilà, il n'en faut pas plus pour échapper à une rafle. C'est comme ça que vous êtes sauvé la première fois. Toutes les personnes qui étaient aux côtés de votre mère seront déportées à Auschwitz, alors qu'elle sera transférée à Drancy, au camp Léviton, avant d'être déportée par la suite à son tour à Bergen-Belsen, pendant que vous, avant la mise en 10 yeux, vous serez quand même pas mal ballotté. Samuel Pintel. La recommandation qui a été faite bien avant la rafle était, en cas de malheur, et là c'en était un, de se rendre à Annecy au bureau de l'UGIF, c'était le département œuvre de secours aux enfants. Pardon. L'Union générale des Israélites de France.
UGIF, appelé aussi comme cela. Oui, Union Générale des Juifs, bien entendu. Et bon, voilà. Quelques jours plus tard, vous êtes emmené dans un centre d'entraide à Chambéry. Alors, cette jeune personne, avant de partir, il faut quitter les lieux. On ne peut plus rester. Alors, donc, nous montons dans les étages. Nous essayons de monter dans les étages, chercher quelques effets, puisque nous partons. De nouveau bloqués dans les escaliers par le responsable allemand qui avait liste en main, qui nous arrête. Où allez-vous ? Nous montons dans la chambre, chercher des refusés. Alors, demande une question. Votre identité. Donc, confirme. Qui est cet enfant ? C'est mon fils. Quel âge a-t-il ? Il a 6 ans. Et il nous rejette. Et nous partons comme cela, sans rien, sans brosse à dents, sans pyjama, sans maman non plus, pour rejoindre Chambéry, que nous rejoignons par le train le soir même. Il est trop tard, le bureau de l'UGIF est fermé. Passons une nuit à l'hôtel et le lendemain matin, nous y rendons et elle me confie aux personnes du centre et elle disparaît. Et vous n'avez jamais su ce qu'elle était devenue ? J'ai recherché des noms, j'ai rien trouvé, j'ai lancé des avis de recherche et je n'ai rien trouvé du tout à cette jeune femme qui a pris un très gros risque et à qui je dois, comme on dit, l'air que je respire aujourd'hui. Samuel Pintel, par la suite, vous êtes pris en charge par un homme, Myron, qui vous fait monter aux côtés d'un autre enfant dans une carriole, entre guillemets, accrochée derrière un vélo. Vous êtes là, en partance pour la maison d'Isieux. Comment se passe ce chemin ? Quels souvenirs vous en avez ? Alors, avant de partir, l'autre enfant, c'est mon petit copain. On en parlera tout à l'heure, d'Infortune, avec lequel nous nous trouvions dans le camp de Douadig, d'une part, à l'hôtel des Marquisas, d'autre part. Sa mère, très amie avec la mienne, est descendue également rejoindre son fils. Elle n'était pas femme de prisonnier. Elle a été arrêtée, déportée et n'est pas revenue. Donc, on se réconforte l'un l'autre. Et un monsieur est là, un grand monsieur, venu nous prendre en charge. C'est chose faite. Dans le bas de l'immeuble, il y a un vélo et une petite remorque accrochée au vélo. Nous sommes installés dans la remorque avec une couverture sur le dos et nous roulons. Et nous allons rouler très longtemps. Ça m'a semblé interminable et je me souviens que je me souviens des senteurs, l'automne, et nous roulons longtemps et à un moment assez long, la pente était raide et ce monsieur a pédalé longtemps, très longtemps. Vous allez trouver refuge alors, comme une soixantaine d'enfants à la maison d'Isieux auprès de Sabine et Myron Slatin. Tous sont juifs orphelins ou séparés de leurs parents, comme vous, mais ça, vous ne le saurez qu'ensuite. Quels souvenirs vous gardez de cette maison dans laquelle vous êtes resté 2 mois ? Alors, tout d'abord, dans le contexte officiel, heureusement que cette maison, une des rares maisons encore aptes à recueillir et à protéger les enfants. Tous juifs, pratiquement. Il y a quelques exceptions, mais on en parlera éventuellement. Les enfants de résistants ? C'était quoi, les enfants qui étaient avec vous ? Les enfants sortis des camps. D'Agde ou Rivesaltes, c'était Madame Satin, pratiquement elle-même, qui les avait sortis des camps, au-delà des quotas imposés, clandestinement. Et bon, ça c'est l'histoire de la création de la maison d'Isieux. Ils sont tous juifs. Et là, entre parenthèses, moi, à qui ma mère m'avait dit ne dis pas que tu es juif, j'en parlais pas. Et les autres aussi ne me disaient pas qu'ils étaient juifs. Et à cette époque, j'étais persuadé que j'étais le seul enfant juif de la maison. Alors je disais, heureusement que cette maison-là est là, et heureusement que le couple Slatin s'est organisé pour accueillir des enfants bien au-delà de leurs possibilités d'accueil, et les personnes qui les encadrent également, 5 personnes qui les encadrent. Ceci dit, j'ai un très mauvais souvenir de la maison d'Isieux. Pourquoi ? Pour moi, c'est le côté obscur. Parce que j'ai été séparé de ma mère dans des conditions extrêmement contraignantes. Et ce qui me tourmentait à l'époque, c'était je ne savais pas ce qu'il allait advenir de ma mère. Où était-elle ? Je ne sais pas où elle est.
Et de mon côté, elle ne sait pas où je suis non plus. Donc, moi, je suis perdu. Elle ne pourra pas venir me chercher. Ça me travaillait beaucoup. Bon, on n'a pas été accueillis à bras ouverts. Ça s'est fait doucement, avec le temps. Nous partagions nos échanges, surtout avec mon petit copain, et qui n'est pas resté très longtemps. Et 2 semaines après, il a été récupéré par un membre de sa famille et il disparaît. Moi, je reste tout seul. Mais je m'intègre dans cette maison. J'ai des copains, des petites copines, et il y a une activité débordante dans cette maison. Nous sommes déjà la période de fin d'automne, et les activités, c'est dans la maison, hein, alors que pendant l'été, la période d'été était beaucoup plus agréable, certainement pour les pensionnaires de l'époque. C'est beau, chaud, on jouait dehors, là, on joue à l'intérieur. Il y a comme une classe qui fonctionne, il y a une institutrice, ça prend énormément de temps, ça pratiquement, ça occupe toute la journée. Le soir, donc, après le goûter, sont les jeux, toujours à l'intérieur. Par contre, peut-être le jeudi, jour de congé, ou le dimanche, ce sont les promenades à l'extérieur, dans la campagne et sur les bords du Rhône. Au départ, vous êtes le plus jeune, un des plus jeunes? Pas le plus jeune. Les âges se situaient entre 4 ans pour le plus jeune, 16 et 17 pour les 2 adolescents. La moyenne d'âge était plutôt 10 à 12 ans. 10 à Moi, 12 ans. Je suis 6 ans, bientôt 7. Je fais partie des petits. Dans votre livre, il y a 2 personnes qui ont retenu mon attention. C'est Myron, à qui vous dédiez une ou plusieurs pages entières. Voilà, vous voulez absolument qu'on s'attarde sur cette personne qui vous a sauvé la vie, qui fait partie des personnes qui vous ont sauvé la vie, mais aussi Isidore Kargman, 9 ans, votre voisin de pupitre. Qui saura lui rafler? Quel souvenir vous avez de lui? C'était mon voisin de table en classe. Il est un peu plus âgé que moi, il y avait 10 ans. Isidore. J'avais oublié complètement son nom. Par contre, le souvenir que j'en ai, c'est le jour de l'anniversaire de la directrice, Madame Sabine Zlatin, qui doit tomber un 13 janvier. L'institutrice nous avait demandé de rédiger un petit mot pour le souhaiter, éventuellement agrémenté d'un petit dessin. Donc, Madame Zlatin, je ne connaissais pas. Elle faisait des apparitions peu fréquentes, la majorité du temps à l'extérieur. Hein. Elle avait une charge extrêmement lourde d'organisation, essayer de placer des enfants. Pour elle, il y avait toujours trop d'enfants. Et l'institutrice m'aurait demandé de fêter l'anniversaire de Myron Zlatin. J'avais des choses à dire. C'était pas le cas. Alors, éventuellement agrémenté d'un dessin, j'étais un petit peu, comme on dit aujourd'hui, un peu sec. Alors, je regardais du côté de mon voisin pour regarder ce qu'il faisait. Alors, il écrivait un petit mot sans aucun problème, et puis il agrémentait d'un dessin très curieux. C'était un petit personnage de bande dessinée française d'avant-guerre, le professeur Nimbus. Un petit personnage avec une redingote, chauve, un gros nez, et un seul cheveu en forme de point d'interrogation sur le crâne. Voilà. Je me souviens très très bien de ce dessin. Isidore Kargman fait partie des enfants qui ont été déportés. J'ai retrouvé son dessin chez Madame Zlatin longtemps après. Et j'ai donc appris que c'était Isidore Kargman. Vous allez rester 2 mois dans cette maison, du 18 novembre 43 à la fin janvier 44, à la maison d'Isieux, donc dans l'Ain, avant que l'on vienne vous chercher et que l'on vous sauve, encore une fois, et une grande fois. Samuel Pintel. Fin janvier, Myron Zlatin, le directeur de la colonie, appelons ça comme ça, me dit « Samuel, tu prends tes affaires, on s'en va ». Et j'étais très content de partir. Très content, parce que c'est pas toujours très très bien passé dans cette maison. Bon, ça c'est les souvenirs un petit peu noirs d'un gamin de 6 ans, un petit peu dans des situations difficiles. Quand j'y repense, ça me paraît complètement désuet, c'est vraiment peu de choses. Mais à l'époque, pour ça c'était très important. Vous diriez que c'était par rapport au manque d'amour ou par rapport au traitement ? L'attention réservée à chaque enfant était pratiquement inexistante. Hein. Ce monde, c'était rude.
C'est le qualificatif. Il fallait se débrouiller. Bon, moi, j'étais un peu câliné par ma mère, habitué à une certaine tendresse. Bon, là, je me retrouve parmi des enfants. Il faut se débrouiller tout seul. La toilette en particulier, on en a parlé. Il n'y a pas d'eau dans la maison. Il faut aller se débarbouiller dans le bassin, l'eau du bassin qui est à l'extérieur. Il fait très froid. C'est la grande joie du barbotage. L'hiver, c'est différent. La classe débute à 8 heures. Le lever, c'est 7 heures. D'après ce qu'a écrit un des enfants, le petit Georgie Alpern, qui donne des notions extrêmement précises de l'organisation et de l'emploi du temps. Le lever, le débarbouillage, il fait nuit à 7 heures du matin, et on est bientôt en hiver, et parfois il y a une pellicule de glace sur l'eau, et donc la toilette, c'est pas terrible. Et les conséquences sont également importantes. Samuel Pintel, Jeanne et Alexis Bosselu. Alors, Miroslatin me demande de réunir mes affaires, c'est très vite fait, et il m'emmène sur son vélo, mais pas avec la carriole, sur le cadre. Sur le cadre. Alors, la durée du trajet est longue. J'avais estimé la distance entre Chambéry et la maison où je me trouvais, je ne connaissais pas encore le nom de cette petite localité, j'estimais ça à 20-25 km. En fait, il y en a 45. Donc, pour faire 45 km et escalader la pente qui est le col de l'Épine, 1000 mètres, il faut du temps. Donc, je me demande encore comment j'ai fait pour tenir le coup. Mais j'avais une telle espérance que j'ai dû oublier ces petits problèmes matériaux. J'espérais que c'était ma mère qui venait me chercher, ce n'était pas elle, mais c'était notre voisine de palier, Madame Bosselu. Que vous connaissiez, bien parce que c'est la deuxième fois finalement qu'elle vous sauve aussi. Voilà, qui était venue me chercher. Elle vient vous chercher peu de temps après votre départ. Le 6 avril 1944, des hommes de la Gestapo mandatés par l'officier de police SS Klaus Barbie débarquent et raflent 44 enfants sur 61, 7 éducateurs. Ils seront déportés, gazés. C'est en regardant les images du procès de Barbie en 87 que vous avez compris que vous étiez là-bas. Longtemps après, il aurait fallu ce procès pour, en regardant les comptes rendus d'audience, pour apprendre que je me trouvais dans cette maison. On va poursuivre cette émission avec vous dans un instant, Samuel Pintel, une émission toute en émotion sur l'antenne de Radio J. Je rappelle cet ouvrage, L'Enfant d'Isieux, sorti aux éditions HarperCollins de Samuel Pintel en collaboration avec Grégoire Mabi. Vous restez avec nous et pour gagner ce livre, je vous rappelle que vous pouvez téléphoner au 01 77 62 72 89. Vous laissez votre nom, votre adresse et numéro de téléphone et il est pour vous. Tout de suite, c'est le rappel des titres sur Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. – 15h30 sur Radio J. Bonjour et bienvenue. Tout de suite, le rappel des titres avec Etanil Belaïch. Bonjour Etanit. Bonjour Cyrielle, bonjour à tous. La délégation israélienne chargée de négocier un accord pour la libération des otages est revenue du Caire en Égypte où elle était arrivée avant-hier. Elle a élaboré une nouvelle proposition qui doit être présentée au Hamas dans les prochains jours. Le Premier ministre israélien reconnaît la frappe dans le centre de la bande de Gaza qui a tué 7 humanitaires membres de l'organisation World Central Kitchen. C'est un incident tragique. Nous avons involontairement frappé des innocents, mais cela arrive en temps de guerre. Nous ferons tout notre possible pour que cela ne se reproduise plus. Déclaration de Binyamin Netanyahou en visite à l'hôpital Hadassah de Jérusalem en début d'après-midi. Après une attaque israélienne contre le consulat iranien de Damas, attaque aérienne dans laquelle une dizaine de membres des gardiens de la révolution iraniens ont été éliminés, le guide suprême Khamenei a promis que son pays se vengerait d'Israël. Le chef de l'opposition Yair Lapid effectuera une visite politique à Washington la semaine prochaine. Il doit notamment rencontrer de hauts responsables du gouvernement et des membres du Sénat. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken est en France pour évoquer les grandes crises internationales, notamment la guerre Israël-Hamas et la guerre Russie-Ukraine. Il doit rencontrer le président de la République Emmanuel Macron dans les prochaines heures. Enfin, plusieurs syndicats appellent à une nouvelle journée de grève et à des manifestations aujourd'hui. Objectif, réclamer l'abandon des groupes de niveau au collège, mais aussi davantage de moyens en faveur de l'école publique.
Merci beaucoup Ethanit Belaïch. On vous retrouve à 16h pour le journal complet. Tout de suite une courte pause et c'est la suite de notre émission avec Samuel Pintel et mes chroniqueurs sur Radio J. Radio J, le 6-9, Ilana Ferradian. Tous les matins à 7h45 sur Radio J, Christophe Barbier. Je vous retrouve tous les matins dans le 6-9 d'Ilana Ferradian avec un invité politique chaque jour. C'est le Barbier du matin. C'est tous les jours à 7h45 sur Radio J. Chaque semaine, et particulièrement en période de tension, l'hebdomadaire Actualité Juive va encore plus loin, avec des analyses et des informations fiables, précises, objectives sur Israël, le Moyen-Orient, la lutte contre l'antisémitisme et l'actualité politique en France. Actualité Juive, France, Israël, communauté, judaïsme, mémoire, société, culture. Abonnez-vous ou réabonnez-vous en formule papier ou digital sur le site actualitéjuive.com. Actualité Juive, l'hebdomadaire incontournable de la communauté. Radio J. Vous écoutez Radio J à Paris sur 94.8 en DAB+, et sur notre appli Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. De retour sur l'antenne de Radio J. Merci de passer votre après-midi avec nous jusqu'à 16h30 avec mon invité aujourd'hui, Samuel Pintel, dernier rescapé de la rafle d'Isieux pour son livre intitulé L'enfant d'Isieux aux éditions HarperCollins. Je le disais tout à l'heure, Samuel Pintel, 44 enfants, 7 éducateurs ont été déportés. Vous vous êtes longtemps demandé pourquoi eux et pas vous? Oui, c'est la raison de mon engagement. Voilà, comme quelque temps auparavant passé aussi à travers les rafles. Et c'était ce qui m'a beaucoup frappé. Bon, j'étais dans une maison d'enfants, il y en a eu d'autres qui ont été raflés. Avant de connaître le nom de celle où je me trouvais, et de prendre en considération que j'étais parti. Ce qui a été l'élément déclencheur, c'est en retrouvant les fiches de présence longtemps après dans les dossiers de Madame Sabine Slatin, grâce à mon fils également, Simon, je vous en parlerai tout à l'heure, nous avons retrouvé donc ces fameuses listes de présence. Et la dernière liste qui avait été complétée par Miron Slatin, qui faisait ça tous les mois dans le but de les adresser au bureau de l'UJ de Chambéry pour percevoir une aide financière. Dans la dernière figure le nom des 44 et le mien. Donc, je prends conscience que je suis le dernier, puisqu'il n'est arrivé personne, il n'est pas arrivé d'autres enfants après cette date. La liste de novembre est un peu plus complète et comporte les noms d'enfants qui sont repartis. Donc déjà, les 44 sont présents au mois de décembre. Donc l'effectif, ces fameux 44 enfants, était déjà là en fin décembre. Donc vous étiez le 45e parti. Le dernier à partir. Voilà, il n'en est pas arrivé d'autres. 3 mois avant, approximativement, vous partez, puisque vous partez à une période approximative de 3 mois. Cette promesse de parler des enfants d'Isieux, c'est une promesse que vous avez faite à qui? Alors, j'ai fait à Madame Slatin, disons, en tout premier lieu, parce que Madame Slatin m'a récupéré à sa cause. Parce que un petit peu plus tard, voilà, vous l'avez retrouvé. Je vous expliquerai pourquoi. Et après consultation de cette fameuse liste de janvier, de m'apercevoir que j'étais le dernier, et là encore à partir, pourquoi eux et pas moi, je ne pouvais pas faire autrement que de parler d'eux. C'est un petit peu ce qu'on appelle le syndrome du miraculé, dont nous sommes en train de parler. Votre mère revient de Bergen-Belsen en mai 45. Vous avez 8 ans et elle vous dit 2 choses. Alors, je l'ai retrouvée. Alors, je m'attendais à la trouver toute amaigrie, comme les squelettes qui revenaient des camps de concentration. Non, elle était plutôt enflée. Elle faisait de l'œdème. Bon, elle m'a dit, tu as eu de la chance.
Elle me dira 2 fois. Tu as eu de la chance, tu n'es pas venu avec moi dans le camp où je me trouvais, il n'y avait rien à manger. Le peu que j'avais, je te l'aurais donné, et ni toi ni moi ne serions revenus. Et elle m'a dit, tu as aussi eu de la chance, tu étais dans une maison d'enfants qui ont tous été déportés. Et après, elle s'est tue et ne m'a plus jamais rien dit. Et je l'ai perdu très tôt, en 1951. Et il était trop tard pour lui poser des questions. Vous aviez 14 ans. Et vous, Samuel Pintel, vous avez toujours réussi à parler ? Non, il a fallu attendre, comme tous les autres enfants cachés, attendre 45 ans, la fin des années 80, début 90, pour commencer à parler. Pourquoi maintenant ? Alors, j'ai toujours été tenté de revenir sur mes parcours. Je regarde quand même droit devant moi aussi. J'ai retrouvé très vite le lieu à Annecy. Le camp de Douadik, ça entre dans les recherches que j'ai pu faire 45 ans après. Bon, la maison d'Isieux. Très tôt, j'ai essayé de cibler cette maison, de localiser cette maison. Simplement des distances approximatives, estimées, 25 km, un cours d'eau situé à proximité de la commune où je me trouvais, puisque nous allions en promenade le long d'un cours d'eau, sans plus. J'ai interrogé, il y avait un bureau de la Croix-Rouge qui était proche, j'ai interrogé, pensant peut-être que la Croix-Rouge apportait une aide. Non, aucune information pour ces questions. Par contre, j'ai interrogé l'archiviste de Lauzet. Je savais qu'à cette époque, les maisons de Lauzet existaient. J'ai retrouvé une cousine qui, elle, venait d'une maison de Lauzet, donc Lauzet. J'ai le téléphone de Lauzet, je demande l'archiviste au téléphone et je lui demande s'il y a la notion d'une maison d'enfants, si tu es près de Chambéry, où je me trouvais, je donne mon nom. La réponse est totalement négative. Vous avez fait depuis de cette histoire de vie, votre combat, votre vie tout court, Samuel Pintel. Vous parcourez la France pour faire vivre la mémoire des enfants déportés. Vous allez dans les écoles. Vous avez été secrétaire général, secrétaire général de l'association de la Maison d'Isieux au Mémorial des enfants juifs exterminés. Et vous serez l'invité d'honneur des commémorations à Isieux. Cela démarre ce jeudi. C'est le 80e anniversaire, c'est une commémoration qui va durer 4 jours. A priori, Emmanuel Macron sera présent. Dimanche. Qu'est-ce qui va se passer ? Diverses manifestations, des cérémonies d'une part, des remises de prix pour les lauréats du prix de la Maison d'Isieux, une projection d'un film consacré à Madame Sabine Slatin, 2 concerts de musique, une présentation des ouvrages qui ont été écrits, dont le mien, quoi d'autre, oui, des rencontres. On a déjà demandé de rencontrer un groupe scolaire de plus de 200 élèves pour le vendredi entre 10h et 12h. Voilà, donc c'est très dense. Samuel Pintel, vous avez 87 ans aujourd'hui. Comment vous vous êtes construit après tout ça ? La résilience, il faut surmonter. Je le fais. J'ai recherché, j'ai trouvé des choses, j'ai surtout trouvé des lieux, j'ai retrouvé des témoins très importants. Et quels témoins ? Et bon, voilà, j'assume. Je vous ai dit que je m'étais engagé auprès de Madame Sabine Slatin. Bon, je l'ai fait également auprès des enfants rescapés. Je rencontre également les anciens qui sont passés par la Maison d'Isieux, comme d'autres. 105 enfants répertoriés sont passés par la Maison d'Isieux. 44 sont allés jusqu'au terme. Nous avons lancé à l'époque, avant l'ouverture du mémorial, des avis de recherche pour retrouver les 61, ceux qui voulaient bien se donner signe de vie. Et environ 25 se sont manifestés, voilà. Et dont plus de 10 sont membres du conseil d'administration. Les anciens sont des membres de droit du conseil d'administration d'Isieux. Samuel Pintel, pour prendre un petit peu de hauteur à présent dans le présent, c'est le cas de le dire aujourd'hui avec vous, quand vous
voyez ce qui se passe aujourd'hui en France avec la recrudescence de l'antisémitisme ambiant depuis le 7 octobre notamment. Vous qui avez notamment vécu rue Jean-Pierre Timbaud, pas loin de l'habitation où résidait Sarah Halimi rue Vaucouleurs, comment tout cela résonne en vous? Je me retrouve début des années 40. Voilà. Non, je n'ai pas connu les pogroms, mais le massacre du 7 janvier, du 7 octobre, en est un, et de taille. Je suis là. Alors, j'ai quand même un peu impliqué. J'ai ma jeune sœur, qui a émigré en Israël à l'âge de 11 ans, a une famille. Habite un kibbutz très proche de la frontière libanaise, dont se trouve évacué en ce moment. J'ai d'autres membres encore, fort heureusement, de famille en Israël. Ma petite fille vit à Tel Aviv. Donc tout ça me préoccupe. Et ce qui me préoccupe le plus, c'est ce qui se passe ici même, avec un antisémitisme violent. Extrêmement violent. Comment vous avez vécu, vous, le 7 octobre? Horrifié par ce qui s'était passé. J'aurais presque souhaité que les images prises par les auteurs de ces crimes eux-mêmes soient diffusées sur les radios, sur les télévisions. L'on voit les horreurs. C'est ce que j'aurais souhaité, plutôt que d'entendre certains dire à la limite, mais vous nous racontez des salades, ce sont des histoires, mais non, ça s'est pas passé. Voilà, une négation totale de ce qui s'est passé, ce qui les arrange bien. Comment vous pensez que la communauté juive qui nous écoute à cet instant doit réagir? Est-ce qu'elle se doit de se prémunir, de partir, de résister? Il faut résister, il faut serrer les rangs et surtout pas se laisser déborder. Merci beaucoup, Samuel Pintel. Tout de suite, on va parler culture et on va partir au théâtre. Et mes acclamations, mon enthousiasme, viva notre bienfaiteur! Olé! 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 Au théâtre. Dans cette partie d'émission, on va découvrir toute la culture sur notre sujet. Et tout de suite, Hélène Kuttner, on part avec vous, comme je le disais, au théâtre. Bonjour, Hélène. Oui, bonjour Cyrielle, bonjour Samuel Pintel, bonjour Annabelle. Et bonjour à toutes et à tous. Alors, c'est vrai que je suis un petit peu émue à plusieurs titres, mais je vais vous expliquer pourquoi. On va parler théâtre et on va parler de vie aussi, d'histoire de vie, puisqu'il y a une dame qui croise nos deux histoires de vie, c'est Sabine Zlatin. Je vais le dire en préambule. C'est une émotion historique, bien sûr, car vous portez avec vous des souvenirs irremplaçables et une mémoire qui doit être transmise à toutes les générations, des tout petits jusqu'aux plus âgés. C'est aussi une émotion personnelle pour moi, puisqu'elle est liée à ma famille. En effet, je connaissais très bien Sabine Zlatin, qui dirigeait avec son mari la Maison d'Isieux. Évidemment, Myron Zlatin, je ne l'ai jamais connue. Et comme nous n'avons pas tout à fait le même âge, cher Samuel, ce que vous dites par rapport à la découverte de tout ce que vous racontez, qui est né et qui est apparu après les années 80, puisque c'est après les années 80, 85 que sont sortis tous les livres d'histoire. Enfin, on a commencé à en parler. Avant, on pouvait pas en parler. C'était voilà. Et donc tout ça, je ne savais pas très bien. Je savais qu'il y avait une maison. Sabine Zlatin, nous l'appelions Janka. Janka, c'est son nom polonais. C'était une amie proche de mes parents. Je ne peux pas vous dire pourquoi, comment s'est nouée cette histoire, puisque peut-être parce que j'ai un grand-père qui a participé, qui faisait partie de l'OSE. Et donc, je l'ai connue très petite. Et comme elle était peintre et collectionneuse en même temps, elle avait offert une lithographie de Picasso à mes parents pour ma naissance. Donc, cette lithographie de Picasso, je l'ai avec mon prénom derrière. Et je passais de nombreuses vacances en famille dans cette maison de lin, avec les rivières, avec les campagnes. Alors, c'était plutôt en été. Et ensuite, quand j'étais étudiante, j'ai travaillé avec elle sur sa collection de livres d'art. Je ne sais pas si vous êtes au courant, elle avait une collection de livres d'art, notamment des éditions historiques, des très beaux livres d'art sur le théâtre et le cirque. Voilà, et on va partir au théâtre maintenant, puisque vous souhaitiez en même temps évoquer l'histoire de ces enfants, forcément, Hélène. Oui, alors... Pour évoquer cette histoire, il y a
3 spectacles qui évoquent cette histoire, notamment tout d'abord un spectacle qu'interprète Richard Berry, que Cyrielle Sarah Cohen a invité il n'y a pas très longtemps. Ce spectacle s'appelle L'audience est ouverte au théâtre de la Michaudière. Et parmi les grandes affaires que le comédien aborde dans la robe d'un avocat, il y a bien sûr le procès Klaus Barbie et la plaidoirie de maître Jakubovic sur le meurtre des 44 enfants de la maison d'Issieux qui s'est tenu le 26 juin 1987. Ces enfants, on le rappelle, avec une poignée d'adultes, ont été sélectionnés par Barbie pour la seule raison qu'ils étaient juifs. Ces plaidoiries sont poignantes, historiquement édifiantes et prennent une force théâtrale particulière dans ce spectacle. Il y a une autre pièce qui va être créée la semaine prochaine, le 9 avril prochain à la Scala de Paris, et qui est signée de Jean-Claude Grimbert. Il s'agit de Moment, pourquoi les méchants sont méchants. Alors peut-être que vous allez répondre à cette question, c'est difficile, pourquoi les méchants sont méchants, qui va être interprété par le grand comédien Hervé Pierre et l'actrice Clotilde Mollet dans une mise en scène de leur fille Noémie Pierre. Et j'ai eu la chance, il y a 2 jours, d'assister à un filage du spectacle et je vous avoue que le texte et l'interprétation m'ont beaucoup ému. Alors on se pose forcément la question, puisque le titre évocateur Moment indique sans doute que ce spectacle, cette pièce est dirigée à un jeune public, est-ce qu'on peut dire ça ou pas du tout, Hélène Kuttner? On peut le dire, mais c'est un piège, chère Cyrielle, car c'est toujours pareil avec Grimbert. C'est destiné à un jeune public, mais c'est destiné à tout public. Le titre est trompeur, bien entendu, car derrière ce propos, il est loin de concerner uniquement le jeune public. Jean-Claude Grimbert est l'un de nos auteurs et scénaristes français les plus talentueux. Depuis L'Atelier, dans les années 80, Dreyfus ou Maman revient, pauvre orphelin. Grimbert, qui est né en 1939 et dont le père est mort dans les camps d'extermination nazis, ne cesse de mêler la poésie, la vie quotidienne et la grande histoire avec un humour décapant, une poésie et un sens acide de la provocation digne du répertoire de théâtre yiddish. Ici, dans ce spectacle, une mère dialogue avec son fils unique qui s'appelle Louis. Moment, j'ai faim, j'ai peur, je m'ennuie, chouine le gamin. Et la mère lui répond du tac au tac dans une langue bien à elle. L'enfant se retourne dans son lit, ne cesse de l'appeler, de l'interroger. Sur son père, qui est absent, entre guillemets, comme un courant d'air, manière d'évoquer la déportation, mais aussi sur la sexualité, sur la mort, sur la guerre, sur les femmes. Les 2 comédiens sont installés dans un castelet entouré de toiles imprimées de dessins d'enfants. Hervé Pierre est la mère, avec son tablier noir, son énergie de mère courage, qui semble avoir vécu les choses les plus douloureuses. Clotilde Mollet est l'enfant, cheveux en bataille, regard effaré de l'innocent, qui cherche à décrypter le réel. Et bien entendu, à force de nuits blanches ou grises, remplies de questionnements, de crises de nerfs, mais aussi de beaucoup de tendresse, le rapport va s'inverser. La mère va devenir le fils et inversement. Le fils, maintenant adulte, vient déjeuner le samedi midi chez sa mère qui a l'habitude de lui cuisiner des boulettes, mais elle commence à fatiguer cette mère parce qu'elle est âgée, à voir moins bien, elle ralentit ses vêtements. Et c'est au fils maintenant d'aider à soutenir sa mère, de l'aider à vivre et à survivre, comme elle lui a promis à lui de survivre. C'est magnifique, drôle, émouvant et raconté avec des mots très simples. Et vous vouliez pour terminer cette chronique nous parler d'un 3e spectacle donné à l'occasion des 80 ans de la déportation des enfants d'Izieu, Hélène Kuttner. Absolument, puisque vous l'avez dit, c'est le 7 avril prochain, vous y serez, Samuel Pintel. À Izieu aura lieu une création musicale d'après le livre Les enfants d'Izieu de Rolande Causse-Gibel et une musique composée et jouée par Lionel Belmondo et Laurent Finkelson. Il y aura aussi une projection de dessins du livre de Gilles Rapoport et un film réalisé par François-Marie Ponce qui a enregistré toutes les étapes de la création de ce spectacle. Alors, j'imagine que vous serez présent à cette commémoration, en tout cas, que ce soit par l'écriture théâtrale, par les livres, par les récits, par la poésie, par la musique, le dessin, cette mémoire vibrante doit survivre et être transmise aux jeunes générations. Il en va de notre devoir. Merci Samuel Pintel. Merci à vous Hélène Kuttner, et justement puisque vous en parlez, on y va tout droit avec Annabelle Guiraud et je rappelle que le spectacle Moment, pourquoi les méchants sont méchants de Jean-Claude Grimbert se jouera du 9 avril au 19 juin, c'est à la Scala de Paris. Merci beaucoup, tout de suite c'est la chronique Flashback avec Annabelle Guiraud. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Bonjour Annabelle. Bonjour Cyrielle. Bonjour Samuel. Dans cette chronique, on va aborder cette sombre période de l'histoire que vous décrivez dans votre livre sous le prisme de la culture. Allez, c'est parti. Commençons en musique avec les Rita Mitsuko et la chanson Le Petit Train. Extrait.
de M1, Mathieu Chédid. Nous sommes en 1952 quand Marc Fontenay écrit la chanson Le Petit Train, une mélodie sur fond de rumba qui parle de voyage en train et autobus. 36 ans plus tard, les Rita Mitsuko reprennent la mélodie avec des paroles autres, plus profondes. La chanson du Petit Train, c'est un peu l'histoire du papa de Catherine Ringer, chanteuse des Rita Mitsuko. Son papa, Sam Ringer, était un artiste peintre juif polonais. Entre 1940 et 1945, cet homme est déporté dans pas moins de 9 camps de concentration. Dans le clip de la chanson Le Petit Train, les images précisent et intensifient le sens des paroles qui auraient pu laisser cours à l'interprétation. Quand on regarde le clip, quand on plaque les paroles sur les images, on remarque des symboles qui font dire « oui, j'ai bien compris le sens des paroles ». La tragédie soudaine qu'on n'a pas vu venir, la guerre, l'ennemi allemand, la Shoah, le train de la mort. Et on continue en musique avec un hommage juste avec Yves Dutheil, Annabelle. Oui, Yves Dutheil, célèbre auteur, compositeur, interprète. De confession catholique par le baptême, Yves Dutheil a des racines juives par son papa. Dutheil, c'est le patronyme francisant choisi par son grand-père Eugène Jules Deutsch en 1920. Parmi ses aïeuls, il y a aussi son arrière-grand-oncle, le capitaine Dreyfus. Yves Dutheil, c'est un homme sensible, humaniste, amoureux des mots en musique. Le film La liste de Schindler l'a profondément marqué. De ses émotions, il en fera une chanson, la chanson des justes. Extrait. Dans ce voyage infernal où tant d'âmes ont sombré, celui qui sauve une étoile éclaire l'univers tout entier, des lueurs que les justes ont allumées. La porte entrebâillée dans l'escalier, sur le dernier refuge inespéré. Pour vous, Samuel, quelle est la chanson symbole qui pourrait illustrer cette sombre période de l'histoire ? Parmi les deux que vous avez... Non. Il y en a une vous. qui était chantée par Gilbert Bécaud sur la rafle du Veldiv. Cela vous dit des choses ? Oui. Elle n'a pratiquement jamais été diffusée. Oui, je l'ai vu. Alors, Bécaud d'avoir écrit et chanté cette chanson. Revenons à la chanson d'Yves Dutheil et on va étudier tout cela. Nous sommes en 2012, quand Dutheil publie la chanson des justes. Il passera plus d'1 mois sur le texte à peser chaque virgule pour être au plus proche de l'émotion du film de Steven Spielberg. La chanson des justes, un hommage mémoriel pour ces femmes et ces hommes qui ont fait preuve de fraternité et de courage. Juste. Plus exactement, juste parmi les nations. Une terminologie qui apparaît en France en 1962 après l'affaire Schindler. C'est à ce moment-là qu'une commission de désignation des justes voit le jour en France. Être juste parmi les nations. C'est une expression qui provient du judaïsme et tire ses origines du Talmud. Elle fait référence à des personnes non juives qui, dans des situations où les juifs étaient menacés de mort, ont apporté leur aide au risque de leur propre vie et de celle de leurs proches. Juste parmi les nations, c'est des personnes de toutes conditions sociales, de toutes origines sociales, de toute région. Parmi eux, beaucoup de religieux et de femmes. Être juste parmi les nations, la plus haute distinction civile décernée par l'État d'Israël. D'ailleurs, petite question pour vous, Samuel. Connaissez-vous le nombre de justes parmi les nations en France? Le nombre de justes. Oui, c'est près de 5000. Vous n'êtes pas loin, effectivement, c'est 4206 au dernier recensement, soit 15% de l'effectif total mondial. Et je crois que vous avez œuvré justement sur le sujet des justes parmi les nations, Samuel Pintel. Oui, j'ai fait en sorte que la famille Bosselu, donc, à qui là aussi je dois l'air que je respire, j'ai fait en sorte qu'il soit honoré par le Yad Vashem. Jeanne Bosselu et Alexis Bosselu. On va poursuivre cette thématique en lecture avec Les enfants à l'étoile jaune, Annabelle. Oui, Les enfants à l'étoile jaune de Mario Escobar Golderos, paru en 2021. Dans ce livre, Escobar raconte l'histoire de 2 frères juifs, Jacob et Moïse, âgés respectivement de 12 et 8 ans. On est en 1941. Les nazis contrôlent une grande partie de la France. Les 2 frères sont hébergés par leur tante Judith depuis 1 an, pendant que leurs parents cherchent un endroit sûr où s'installer. Mais un jour, les garçons font partie de la rafle du Veldiv et sont emmenés au vélodrome d'hiver, transformés alors en camp de détention. Ils savent que pour survivre, faut réussir à s'échapper. Et bien c'est ce qu'ils vont faire. Et on va suivre leur pérégrination à la recherche de leurs parents. Oui, ces 2 frères, Moïse et Jacob, en fuite dans une France occupée.
Confrontés à de nombreux dangers, ils vont aussi rencontrer sur leur chemin des belles âmes, courageuses, qui risqueront leur vie pour les aider. Les enfants à l'étoile jaune, un ouvrage qui mêle fiction et fait historique, écrit par Mario Escobar Calderos. Et on termine cette chronique avec un film documentaire sur la rafle d'Isieux. Oui, Cyrielle, à l'occasion du 80e anniversaire de la rafle de la Maison d'Isieux, RMC Story propose un film documentaire exceptionnel et inédit intitulé Rafle d'Isieux le 6 avril 1944. La Maison d'Isieux, c'est un établissement, comme on a dit, créé par Sabine et Miron Zlatin, un lieu qui va accueillir pendant 9 mois plus de 100 enfants juifs pour les soustraire aux persécutions antisémites. Parmi vous, il y avait vous, cher Samuel. Et un jour, de 6 avril 1944, sur ordre de Klaus Barbie, des camions allemands arrivent à la Maison d'Isieux et raflent les 44 enfants présents et cèdent de leur éducateur. Ils sont acheminés vers Drancy, puis vers le camp de concentration, d'où ils ne reviendront pas. À l'heure où la rafle se produit, la directrice Sabine Zlatin n'est pas présente à la Maison d'Isieux. Elle reviendra 3 semaines après la rafle pour récupérer tous les documents possibles, photographies, petits mots, dessins, des lettres de tous ces enfants. En 1987, Sabine Zlatin témoigne au procès de Klaus Barbie. Je vous propose un extrait de ce moment poignant. Je demande, les enfants, les 44 enfants, c'était quoi? C'était des résistants, c'était des maquisards. Qu'est-ce qu'ils étaient? C'était des innocents. C'est par ce cri de cœur que Sabine Zlatin réclame justice. Une justice attendue depuis plus de 40 ans à cette époque. On est en 87. Rafle d'Isieux le 6 avril 1944. Une première diffusion, avant replay, prévue le dimanche 7 avril à 23h55 sur RMC Story. Non, je voulais juste rajouter, effectivement, c'est très émouvant de l'entendre, surtout que Sabine Zlatin n'était pas juive, hein. Elle était polonaise, elle était engagée, son mari était engagé dans le parti communiste polonais, je crois. Je crois que lui était juif et elle pas, en fait. Voilà, donc c'est aussi une juste. On pourrait dire que ce serait une juste aussi. Oui, une juste parmi les nations. Merci beaucoup Annabelle Guiraud pour cette chronique sur l'antenne de Radio J. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Allez, vous restez encore avec nous puisque vous en avez parlé. Nous allons diffuser la chanson La Rafle du Veldiv, chanson inédite de Gilbert Bécaud, chantée par Annie Cordy sur l'antenne de Radio J. Je rappelle votre livre, Samuel Pintel, L'Enfant d'Isieux, sorti aux éditions HarperCollins. L'occasion de rappeler que Radio J vous offre ce livre. Pour le gagner, vous téléphonez gratuitement 01 77 62 72 89, 01 77 62 72 89. Vous laissez votre nom, votre adresse, votre numéro de téléphone et puis on vous enverra ce livre. Premier arrivé, premier servi. Tout de suite, on écoute cette pause musicale, le journal de l'info sur Radio J. Le soleil crachait sur Israël et dans les gradins nos étoiles jaunes qui faisaient honte au ciel. Du Veldiv jusqu'au bus et des bus aux wagons, des wagons jusqu'au camp terminus. Et pourtant, moi la mort, Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Il est 16h sur Radio J. Bonjour et bienvenue. Tout de suite, le journal de l'information avec Etani Belaïch. Bonjour Etani. Bonjour Cyrielle, bonjour à tous. Au 179e jour de guerre contre le Hamas, des drones israéliens seraient responsables de la mort de 7 humanitaires dans la bande de Gaza. C'est en tout cas ce que révèle l'enquête préliminaire menée par Tsahal. Ces engins ont ciblé 3 véhicules de l'organisation internationale World Central Kitchen qui venaient de charger de la nourriture d'un navire humanitaire arrivé au quai situé à l'est de la ville de Gaza. Les drones auraient alors attaqué le convoi avec
de petits missiles et les bombardements ne se seraient pas arrêtés même après que certains des occupants du premier véhicule touché en soient sortis pour recevoir une assistance médicale. Réaction du chef du gouvernement israélien: c'est un incident tragique. Nous avons involontairement frappé des innocents, mais cela arrive en temps de guerre. Nous ferons tout notre possible pour que cela ne se reproduise plus. L'Iran promet des représailles contre l'armée israélienne après une frappe contre l'ambassade iranienne à Damas en Syrie. Dans une interview accordée à CNN en forme de revendication, le porte-parole de Tsahal a évoqué la frappe menée hier soir et imputée à Israël, au cours de laquelle une dizaine de membres de la Force Quds, l'unité d'élite des gardiens de la Révolution, ont été tués. Selon l'armée, l'attaque à Damas a touché une structure qui n'est pas une ambassade ou un consulat, mais bien une structure militaire de la Force Quds. En réaction, le guide suprême de la Révolution, Ali Khamenei, a promis que l'Iran se vengerait d'Israël. Pascal Sunshine. Et ce, alors que le ministre israélien de la Défense a formulé ce matin ce qui ressemble le plus à une revendication de l'élimination du général iranien Mohammad Reza Zahedi hier à Damas. L'objectif d'Israël est d'opérer à tout moment et en tout lieu pour empêcher la montée en puissance de nos ennemis. Nous sommes dans une guerre multifront, offensive et défensive. Nous envoyons des preuves quotidiennement, y compris au cours de ces derniers jours, a déclaré Yoav Gallant, qui déposait ce matin devant la Commission des Affaires étrangères et de la Défense de la Knesset. Le ministre de la Défense a encore ajouté qu'Israël veillait à ce que quiconque nous attaque s'expose à payer un prix très lourd, selon ses termes. Notre correspondante en Israël, Pascal Sunshine. Dans ce contexte, la Russie appelle le Conseil de sécurité de l'ONU à se réunir pour parler de ce qu'elle considère être un acte d'agression contre l'Iran. Concernant les négociations pour la libération des otages, la délégation israélienne en déplacement au Caire est rentrée en Israël. Elle était arrivée avant-hier en Égypte et a élaboré une nouvelle proposition qui sera présentée au Hamas dans les prochains jours. En attendant, l'ex-président Reuven Rivlin appelle le Premier ministre à lâcher du lest et à laisser les négociateurs travailler. Ce ne sont pas des imbéciles, les mots forts donc de l'ex-président israélien ce matin dans une interview accordée à la radio de l'armée. Le chef de la diplomatie américaine est en déplacement en France. C'est sa première visite dans le pays en 2 ans. Si Anthony Blinken a déjà échangé avec le ministre des Armées et le ministre des Affaires étrangères, il doit encore s'entretenir avec le président Emmanuel Macron, notamment au sujet de l'extension de la guerre entre Israël et le Hamas à d'autres pays du Moyen-Orient, mais aussi au sujet du soutien à apporter à l'Ukraine, toujours en guerre contre la Russie. Le député de la France Insoumise, Aymeric Caron, veut diffuser des images de la guerre à Gaza à l'Assemblée nationale. La présidente de l'institution s'est dit ouverte à l'idée. L'élu insoumis travaille en effet depuis plusieurs semaines à rassembler des images tournées sur place, notamment par des habitants ou des reporters. Le but, aboutir à un montage d'une 40aine de minutes pour documenter, je cite, les atrocités commises par l'armée israélienne dans la bande de Gaza. Enfin, 400, c'est le nombre de collèges et de lycées ciblés par des menaces d'attentats sur une vingtaine d'académies ces 2 dernières semaines. Un chiffre dévoilé par la ministre de l'Éducation nationale ce matin, et ce 4 jours après la suspension des espaces de travail numériques ciblés. Nicole Belloubet est revenue sur cette suspension. C'est notre objectif, si vous voulez, de suspendre les ENT pendant ces vacances de printemps pour pouvoir faire les premiers travaux dessus de sécurisation et ensuite de réouvrir après les vacances. C'est un travail que je conduis en lien avec les collectivités territoriales. Je les ai réunis, j'ai eu au téléphone la présidente de l'ARF, Madame Delga, Monsieur Sauvadet des départements de France, pour que nous travaillions évidemment ensemble. Nicole Belloubet, la ministre de l'Éducation nationale, elle était ce matin au micro de nos confrères de BFM TV. Et merci beaucoup Etani Belaïch. On vous retrouve demain à partir de 14h en attendant une très courte pause. Et c'est la suite de notre émission avec Samuel Pintel et mon coup de cœur sur Radio J. Radio J. Bonjour. Le 6-9, Ilana Ferradian. Retrouvez-moi tous les matins avec mes chroniqueurs et mes invités. De 6h à 9h, au menu, politique en Israël, politique en France, mais aussi culture, société, santé, judaïsme, histoire. C'est tous les matins, de 6h à 9h sur Radio J. Chaque semaine, et particulièrement en période de tension, l'hebdomadaire Actualité juive va encore plus loin, avec des analyses et des informations fiables, précises, objectives sur Israël, le Moyen-Orient, la lutte contre l'antisémitisme et l'actualité politique en France. Actualité juive,
France, Israël, communauté, judaïsme, mémoire, société, culture, abonnez-vous ou réabonnez-vous en formule papier ou digital sur le site actualitéjuive.com. Actualité Juive, l'hebdomadaire incontournable de la communauté. Radio J. Vous écoutez Radio J à Paris sur 94.8 en DAB+, et sur notre appli Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. Merci à toutes et à tous de nous rejoindre sur Radio J. Si vous êtes avec nous depuis le début de cette émission, merci pour votre fidélité avec notre invité aujourd'hui, Samuel Pintel, pour son livre L'enfant d'Isieux, sorti aux éditions HarperCollins. Bien évidemment, si vous voulez gagner ce livre, il suffit de nous téléphoner sur l'antenne de Radio J, sur le numéro donné tout à l'heure pour pouvoir gagner cet ouvrage. Bien évidemment, je vous le donnerai dans une poignée de secondes. J'aimerais qu'on poursuive cette émission, Samuel Pintel, avec une séquence intitulée l'introspection. Oscar Wilde a dit parfois nous pouvons passer des années sans vivre du tout et tout à coup notre vie entière est concentrée dans un seul instant. J'aimerais que nous fassions cela maintenant avec 10 questions pour encore mieux vous connaître, si vous le permettez. La première est celle-ci. Samuel Pintel, si vous aviez la possibilité de reprendre votre vie depuis le début, que changeriez-vous ? Il faudrait quand même changer beaucoup de choses. Pour avoir une vie, sereine, entourée d'une famille et d'autres familles qui aujourd'hui n'existent plus. Donc j'ai l'impression de être presque tout seul après cette guerre. Quel conseil vous donneriez peut-être au petit Samuel pour grandir? On va espérer que les choses puissent se faire comme il l'attend, comme il le souhaite, et pas comme elles se sont produites. Malgré tout, Samuel Pintel, avez-vous eu un plus bel âge dans votre vie? Question difficile. Je sais pas. Ça sera disons le retour de mes parents, et puis le renouveau, de départ cette fois, dans la vie, avec l'avenir devant soi. Qu'est-ce que vous aimeriez faire aujourd'hui, mais que pour autant vous ne faites pas forcément? J'essaie de faire ce qu'il faut, j'estime être nécessaire de faire, je le fais. On pourrait faire plus, évidemment, mais bon, déjà, je ne vais pas me satisfaire de ce que j'ai fait, toujours être insatisfait, mais bon, c'est déjà, disons, satisfaisant. Et justement, une chose réalisée dont vous vous souviendrez toute votre vie? Ma famille, voilà. Tout est dit, mes enfants, mes petits-enfants, qui eux reprennent le flambeau et qui perpétuent un peu notre génération. Si je vous parle d'amour alors, Samuel Pintel, comment cela résonne en vous? Il y a de l'amour autour de moi et je suis comblé avec ma famille. Qu'aimeriez-vous que les gens retiennent de vous, Samuel Pintel? Il faut leur demander. Donc j'essaie de faire au mieux, de répondre au mieux et surtout de m'intégrer à ce que eux ont subi. Et je pense surtout aux enfants déportés au camp de Bergen-Belsen. Je me suis lié avec cette amicale. Je ne suis pas un enfant, je suis un enfant de prisonnier de guerre, mais je ne suis pas allé à Bergen-Belsen. Néanmoins, je me considère comme très proche d'eux. C'est votre mère qui y était? Oui. Donc forcément.
On retrouve votre livre, Samuel Pintel, L'enfant d'Isieux. Tu parleras de Nous, la promesse d'un rescapé des rafles aux éditions HarperCollins que Radio J vous offre pour gagner cet ouvrage. C'est très simple, il faut téléphoner gratuitement au 01 77 62 72 89. 01 77 62 72 89. Vous laissez votre nom, votre adresse et votre numéro de téléphone. C'est tout. Et le premier arrivé sera le premier servi. Tout de suite, on découvre ensemble le coup de cœur sur Radio J. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Bonjour Baroudeur. Bonjour. Merci beaucoup d'être notre invité aujourd'hui. Vous êtes auteur, compositeur et interprète et on va découvrir ensemble un premier single de votre EP qui s'intitule, premier EP qui s'intitule Du 4e étage, Lettre à un ami. Et on revient ensemble sur Radio J. T'as toujours passé le temps avec tes petits boulots, juste assez pour le loyer, la weed et l'apéro. Bercé par l'ennui et partisan du moindre effort. T'as toujours envie les passionnés et les idiots d'avoir un jour découvert le métier qu'il leur faut. Une raison d'arrêter le bédo, toi pas encore. Tu te sens capable de tout faire, c'est bien, mais tu ne sais pas quoi, alors tu ne fais rien. Tu aimerais avoir un truc, un machin qui te rende heureux et auquel tu tiens. Peut-être un projet, peut-être un jardin, peut-être une passion pour le grec ancien. Une bonne raison de te lever le matin qui te permette un peu de croire au destin. Que t'avais à l'intérieur de toi une vocation pour un truc qui deviendrait ta voix, mais tu ne t'es jamais lancé dans la chasse au trésor. Qu'il est dur de faire des choix. Le futur ne t'attendra pas. Prends la vague et navigue jusqu'à l'aurore. Tu te sens capable de tout faire, c'est bien, mais tu ne sais pas quoi, alors tu ne fais rien. Tu aimerais avoir un truc, un machin qui te rende heureux et auquel tu tiens. Peut-être un projet, peut-être un jardin, peut-être une passion pour le grec ancien. Une bonne raison de te lever le matin qui te permette un peu de croire au destin. Comment fait-on nous qui n'avons pas trouvé de chemin, pour qui hier et aujourd'hui riment avec demain, pour donner du concret à ceux qui animent nos corps? Comment revenir au temps de nos rêves de gamins, l'époque où tout semblait désobéir entre nos mains, et pendant que l'on pense à ça on ne fait rien. Alors on se sent capable de tout faire, c'est bien, mais on ne sait pas quoi, alors on ne fait rien. On aimerait avoir un truc, un machin qui nous rende heureux et auquel on tient. Et voilà, on est en train de découvrir ensemble le titre Lettre à un ami de notre invité aujourd'hui, Baroudeur, qui nous fait le plaisir d'être notre invité coup de cœur. De quoi parle votre premier single et à qui il s'adresse? Parce qu'on peut se poser la question. Il y a plusieurs réponses à cette question. Lettre à un ami, c'est le titre, il a été choisi parce que, un peu comme quand peut-être des fois à l'école on pose une question pour un ami, et en fait souvent c'est pas vraiment pour un ami, c'est pour soi, un peu pour soi, mais j'aimais bien cette ambiguïté. Et par ailleurs je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui se reconnaissent dans cette chanson et qu'on est nombreux à se sentir appelés vers tout un tas de choses, à être à s'intéresser à un sujet et puis à un autre, et puis en fait dans cet éparpillement finalement se culpabiliser de notre inaction voilà, je pense qu'on est nombreux à être traversés par ce sentiment d'immobilité. Baroudeur, votre EP s'intitule Du 4e étage. De quoi parle-t-il en général? Si on peut englober ces 5 titres, est-ce qu'il y a un dénominateur commun ou vous avez eu envie d'aller un peu partout, et pourquoi alors Du 4e étage? Eh ben, je pense que je l'ai appelé Du 4e étage parce que c'était la seule chose que ces morceaux partageaient, à savoir qu'ils ont été faits du 4e étage. De chez vous? De chez moi. Vous êtes complètement indépendant, vous êtes produit, comment ça se passe?
Ouais, bah c'est ça, au 4e étage, j'ai un studio. Un petit studio, un petit appartement où il y a une mezzanine qui, normalement, je pense, a été plutôt aménagée pour recevoir un lit. J'ai pas mis de lit, j'ai mis mon lit sous l'escalier comme Harry Potter et j'ai installé des micros, mes instruments de musique et j'y fais mes chansons. Comment on peut définir votre univers, vous direz ? Comment le devrait. Je pense que d'une manière générale, j'accorde pas mal d'importance au texte. C'est important pour moi de faire des chansons qui ont du sens. Je pense qu'il y a déjà beaucoup de très belles chansons qui ont été écrites et j'ai besoin de la certitude que quand j'écris une chanson, qu'il y a un regard au moins, quelque chose qui est apporté. Voilà. Ce surnom, parce qu'on connaît votre vrai prénom, Baroudeur, pourquoi ? Ouais, aussi pour plein de raisons. La première, je pense que c'est justement de par la différence entre tous les morceaux et je me rends bien compte que c'est de ce dont parle Lettre à un ami. Je suis quelqu'un de très éparpillé. Je fais des chansons comme Sérotonine qu'on entend, parfait. Je fais des chansons qui peuvent être très électroniques, très tranchantes, d'autres plus douces. Et j'avais besoin de m'autoriser à barouder un petit peu. Et j'aime bien cette figure du baroudeur pour qui le voyage est une sorte d'état permanent. On va se permettre de barouder alors. Je t'en prie, reviens, j'ai vraiment besoin de vacances. Sérotonine, s'il te plaît, reviens, il ne fait plus rien, tu lui manques. Sérotonine, je t'en prie, reviens, j'ai vraiment besoin de vacances. Sérotonine, tu ne me connais pas, c'est un ami d'ami qui m'a parlé de toi. Tu l'as quitté, je sais que t'as fait ton choix, mais j'ai des choses à dire, alors écoute-moi. Ex-copine, tu es parti un jour, sans moi il serait seul à t'attendre ton retour. Plus de femme, plus de fun, plus de mailles, plus d'espoir, moins de peur que de mal. Plus alcoolique qu'anonyme, une aspirine dans son verre de gin. Je récure sa cuisine, il occupe le séjour en recherchant l'amour dans les magazines. Je m'en occupe en partie car il n'a plus de potes et en contrepartie il me dans les bottes. Il déteste le monde et le monde le déteste depuis que t'es parti sans demander ton reste. Sérotonine, s'il te plaît reviens, il ne va pas bien, tu lui manques. Sérotonine, je t'en prie reviens, j'ai vraiment besoin de vacances. Sérotonine, s'il te plaît reviens, il ne fait plus rien, tu lui manques. Sérotonine, je t'en prie reviens, j'ai vraiment besoin de vacances. Sérotonine, victime de ton succès, depuis qu'on sait que tu soignes. On entend bien cet univers éclectique. D'ailleurs, vous le dites, vos influences, elles sont très variées, de Brassens à Henri Salvador jusqu'à même à Avishai Cohen. Ouais, j'écoute. Les algorithmes des applications musicales n'y comprennent pas grand-chose. J'écoute pas mal de jazz, j'écoute pas mal d'électro, de musique plus ou moins, des fois très douce, des fois pas du tout. Globalement, je suis quand même assez sensible aux mots, mais pas que. Et voilà. Et ben on va écouter dans un instant un autre titre justement qui s'intitule « 200 toits » pour avoir un panel de votre univers plutôt large, Baroudeur. Tu es là, grelottante dans le froid, sur une caisse de bois, la main ouverte, comme moi, à la recherche d'un emploi, d'un abri et d'un feu de bois. On découvre donc votre univers, Baroudeur, sur l'antenne de Radio J. L'occasion de rappeler que ces titres que nous venons d'écouter sont issus de votre premier EP qui s'intitule Du 4e étage, sorti le 1er mars avec des vidéos pour accompagner chaque titre tout du long. Vous commencez déjà à préparer la suite, je crois savoir. Ouais, exactement. En fait, j'ai beaucoup de chansons dans les tiroirs et là, voilà, maintenant j'ai envie de les sortir, j'ai envie de les montrer, de les faire écouter et de les partager autour de moi. Avec certainement un deuxième EP prochainement à la rentrée, en tout cas dans quelques mois, c'est ce qu'on vous souhaite. Il y aura quelques dates de concerts à venir, elles seront annoncées sur les réseaux sociaux, donc j'appelle nos auditeurs à venir vous rejoindre sur Instagram sur baroudeur-ABC. Sur Facebook, c'est Baroudeur Off comme officiel avec 2 F et sur YouTube, c'est baroudeur, @baroudeur. Un petit mot de la fin si jamais vous avez besoin d'un coup de main, d'un coup de pouce, comme on dit, c'est l'occasion ou jamais de pouvoir vous exprimer.
Un coup de main, un coup de pouce. Bah, je sais pas, je peux parler. Bah, on entend la musique qu'on entend actuellement. Il y a peut-être un mot à dire là-dessus. Elle s'appelle 200 Toi. Et c'est une chanson qui est issue d'une rencontre que j'ai faite avec un homme qui vivait dans la rue il y a plusieurs années durant un voyage. Et j'ai vraiment été marqué par son témoignage, parce qu'en fait quand j'ai discuté avec lui, il a complètement balayé. Moi, j'appréhendais beaucoup les questions de regard de l'autre, d'hygiène, de froid, de faim, de tout. Et en fait, pour lui, à ce moment-là, ce qu'il me disait, c'est que c'était pas ça le plus difficile. Il m'a dit, mais non, mais le plus difficile pour moi, là, c'est quand t'es amoureux d'une personne qui vit dans la rue aussi, et que t'aimerais juste être à deux avec cette personne pour faire évoluer la relation, et puis tu peux pas. Et vraiment, je me suis pris une énorme claque à ce moment-là, parce que j'ai réalisé que j'avais pas du tout envisagé ça, et je m'en suis voulu, parce qu'en y repensant, évidemment, l'amour, être aimé, aimer quelqu'un, c'est un besoin aussi fondamental que de se nourrir. Et voilà, j'ai réalisé à ce moment-là qu'on n'était jamais deux sans toi. Et c'est la chanson qu'on écoute. Merci beaucoup pour ce joli témoignage, j'ai envie de dire, sur l'antenne de Radio J. Merci Baroudeur d'avoir été notre coup de cœur du jour à retrouver sur les réseaux, Baroudeur-ABC notamment sur Instagram et sur YouTube, @Baroudeur. Merci beaucoup d'avoir été notre invité coup de cœur. Merci de votre accueil. Tout de suite, c'est le portrait de notre invité sur Radio J. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Radio J. Le portrait psychologique. Comme toujours à la fin de cette émission, Samuel Pintel, on prend ces minutes musicales pour laisser le temps également à Nathalie Dedrieux de rédiger un portrait à votre image, une synthèse de tout ce que l'on s'est dit dans cette émission. Et donc, c'est à vous, Nathalie Dedrieux. Bonjour. Bonjour Cyrielle, bonjour Samuel Pintel. Effectivement, j'ai observé et écouté attentivement votre interview aujourd'hui, et avec beaucoup de sensibilité, beaucoup d'émotion. Voilà, les larmes me venaient lorsque j'étais en pleine écoute, et donc je vous remercie pour ce témoignage vraiment touchant et plein de sensibilité. Alors l'émotion était présente bien sûr chez moi, mais je pense aussi chez les auditeurs et aussi dans votre voix. Voilà, mon métier, c'est d'observer le corps et l'esprit. Il y avait cette toux qui pouvait se manifester parfois comme pour éclaircir un peu la voix, ou bien tout simplement tant la gorge se serre que parfois les mots prennent du temps à sortir. Et vous l'avez dit, il vous a fallu un temps de silence pour pouvoir mettre en forme toute cette histoire et tout ce travail de recherche. Et ce qui m'a vraiment frappée dans votre partage aujourd'hui, c'est cette mémoire extrêmement précise, très imagée de toutes les époques de la vie, et également, vous le disiez, avant la guerre, mais aussi voilà, vraiment tout ce contexte dans lequel c'est arrivé, les dates, les odeurs, les images, les visages, les noms, tout ce drame, même la notion du temps est assez claire, hein, l'anecdote de ce vélo qui vous emmène dans cette remorque. Voilà, le vécu dans le corps, je dirais le contexte. Quand un drame est vraiment vécu dans la chair et dans le cœur, je pense qu'il marque l'âme et les générations à venir. Donc il y a vraiment voilà cette émotion très vive, très vivante que j'ai pu sentir aujourd'hui, que je peux refléter. Et évidemment, j'ai été très en contact avec votre enfant intérieur aussi, surtout lors de l'anecdote de cet épisode où vous vous apercevez que vous ne savez pas où vous êtes, que vous êtes perdu. Qu'il y a des questions évidemment très perturbantes pour un enfant. Où est ma mère? Qu'est-elle devenue? Où est-elle? Et surtout, elle ne pourra pas venir me chercher parce qu'elle ne sait pas où je suis.
et que ça vous a beaucoup travaillé. J'étais vraiment en contact avec cette blessure d'abandon très forte et qui marque la construction d'un enfant, évidemment, et toute la résilience qui a pu être la vôtre aujourd'hui. Évidemment, toute cette souffrance ne tombera pas dans l'oubli. Vous le dites tout à l'heure, il y avait vraiment, j'ai le devoir d'en parler. Un besoin de temps, bien sûr, mais le devoir pour la mémoire par rapport à ces gens qui ont été tellement importants dans votre existence. Et comment se construire lorsqu'on a traversé ces horreurs, évidemment, c'est ce sentiment qui vous a beaucoup travaillé. Le contact aussi, le manque de câlin de votre mère, vous étiez habitué à recevoir le contact, la toilette faite par maman, donc brusquement, il y a quelque chose où on doit se débrouiller tout seul. Évidemment, vos pertes de repères, d'identité, de trouver sa place, toutes ces actions qui ont été posées, ne serait-ce que mettre des mots, mais aussi l'écriture de ce livre, font de vous quelqu'un de résilient, vous l'avez dit, et ça passe par votre engagement. Votre combat, votre besoin de vérité, d'aller combler les trous, je dirais, de l'histoire, de votre histoire personnelle, de votre mémoire, pour que chaque pièce du puzzle soit vraiment rassemblée. Il y a comme un besoin de comprendre, de mettre du sens, et que c'est comme un grand échiquier, dirais-je, que vous avez rassemblé. Vous avez dû faire un travail d'enquêteur, peut-être pour pouvoir venir réparer là où c'était possible, de venir œuvrer. Il y a évidemment un besoin de justice. On n'incarne pas le survivant et le rescapé comme ça par hasard. Il y a vraiment un besoin d'aller porter la parole, d'aller porter des actions. Et c'est par ces engagements-là, par cet impact-là, que la transmission de l'histoire peut se faire grâce à quelqu'un comme vous qui est là ici, qui nous en parle. J'ai trouvé aujourd'hui que cette mission de chercheur résonnait bien avec quelques mots, notamment espérance et résistance qui sont présents dans votre récit, dans vos partages aujourd'hui. Et peut-être que ces mots-là vivent bien ensemble et riment bien ensemble, parce que peut-être réparer le manque, la présence, voilà, fait perdurer et ça vit encore dans vos cœurs, dans les cœurs d'aujourd'hui. Donc je vous dirais merci beaucoup Samuel Pintel pour ce partage tout en sensibilité qui m'a beaucoup touchée. Merci beaucoup. Et merci à vous Nathalie Daudrieux, notre thérapeute psychocorporelle que l'on retrouve tous les mardis sur l'antenne de Radio J. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. C'est la fin de cette émission. Merci beaucoup Samuel Pintel d'avoir été notre invité aujourd'hui sur l'antenne de Radio J. Je rappelle votre livre L'enfant d'Isieux, dernier rescapé de la rafle d'Isieux, pour votre livre donc sorti aux éditions HarperCollins, gagné par Alain Messas, Paris 17e. Merci pour cet échange. Un tout petit mot de la fin qui vous revient. Vous remercier. Très impressionné par votre dissection à mon encontre. Merci à toutes. Merci à vous. Merci beaucoup. Consacrer un temps aussi long à mon parcours. Merci Samuel Pintel. Merci à l'artiste Baroudeur pour son premier EP du 4e étage à retrouver en streaming. Bien évidemment sur YouTube également, d'avoir été mon coup de cœur sur Radio J. À la réalisation audio et vidéo Benjamin Arnaud. Merci à mes chroniqueurs du jour, Hélène Kuttner, Yana Belguiro et bien sûr Nathalie Daudrieux. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous demain dès 15h avec la comédienne Myriam Boyer pour Juste un souvenir au Théâtre de Poche Montparnasse. À demain et belle journée à tous, toujours sur Radio J.